10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui en ce début de semaine, en ce lundi. On a eu un petit mercato Real ce matin, un café Real de Victor ce midi. Dans le bon, là on va parler des Madrilènes, on va parler de Vinicius, beaucoup de Vinicius, on va parler de Jude Bellingham aussi, et enfin d'Aurélien Tchouaméni parce qu'il y a aussi des informations concernant le français sur ce mercato. Et pour ça je suis avec Victor. Victor, comment tu vas? Écoute, ça va, hein. Parler aussi d'Erling Haaland. On va On parler en a un d'Erling peu Haaland, parlé obligé, là. dans le Mercato Real et dans le Café Real de ce matin. On va essayer de revenir un peu sur tout ce qui a été dit. On en a déjà parlé, en tout cas moi, un peu en live. C'est l'occasion aussi de réagir sur Aurélien Tchouaméni et de dire que je ne comprends pas pourquoi la Belgique va jouer le match ce soir après ce qui est en train de se passer avec la FIFA et l'affaire Folarin Balogun. Je trouve là les dernières déclarations de Donald Trump, c'est d'un grotesque. On Et peut je en trouve parler, que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que Folarin Balogun exclut face à la Bosnie sur un rouge clair et net. Il n'y a pas de débat vraiment sur ce carton rouge, même s'il n'y a pas vraiment l'intention ou quoi, il le tue, donc il y a un carton rouge. Et hier, on apprend que la FIFA a décidé de suspendre le carton de Balogun. C'est-à-dire qu'il peut jouer le match contre la Belgique, donc le huitième de finale qui aura lieu ce soir. Et pendant un an, s'il refait une faute, il aura le carton rouge, quelque chose comme ça en gros. hmm. Mais donc suspendu, il peut jouer contre la Belgique. Et Trump, évidemment, s'est félicité de cette décision-là. Bon, au vu des relations entre la Non, mais FIFA et Trump. selon le New York Times, Trump a appelé Gianni Oui, c'est ça. Infantino pour lui demander des explications. Il l'a même confirmé là en conférence de presse qu'il était extrêmement content de la décision là encore, hein, en disant que il savait même pas ce qu'était un carton rouge et que quand il l'a compris, il s'est dit c'est quoi ce bordel? Comment ça, mon équipe va pas avoir son meilleur joueur pour ce genre C'est de ça. choses, etc. Donc là encore une fois, il nous chie dessus, nous le football, hein, et Gianni En fait, il Infantino profite est qu'on soit clairement des fans complice. assidus, des passionnés, qui dans tous les cas regarderont les matchs cette Coupe du Monde-là pour faire ce qu'il veut. Et ça donne envie de Oui. gerber, Moi, honnêtement. là, normalement, pour moi, t'es la Belgique, tu joues pas le match. T'es l'Espagne et le Portugal, t'es tout le tableau. Voilà, tout le monde doit dire, les gars, on arrête de jouer. Si c'est comme ça, parce que là, il y a une équipe qui ne respecte pas les règles. Ou du moins, il y a un pays qui ne respecte pas les règles. Et la FIFA ne fait plus respecter les règles. Et même le Non, mais communiqué on de dirait une presse de blague, hein. l'UEFA, hein, le communiqué de presse de l'UEFA, il est assassin envers la FIFA. La réponse, là, le communiqué qu'a sorti la Belgique, où carrément la FIFA, ils ont enlevé des trucs dans le règlement pour cette affaire, etc. Enfin, c'est une folie furieuse qui est en train de se passer dans le monde du foot. C'est la première fois qu'il y a de la corruption à ciel ouvert. Très clairement, c'est une corruption à ciel ouvert. Et nous, on va continuer à jouer ce mondial comme si de rien n'était. Alors nous, fans de foot, qu'on regarde, c'est notre droit. Mais les acteurs, eux, ils devraient réagir vis-à-vis de ça. Et je comprends pas pourquoi la Belgique va jouer le match ce soir. Je comprends pas pourquoi le Portugal et l'Espagne, si en cas de le vainqueur, devraient jouer les États-Unis. Si on veut garantir la compétition de notre sport, la légalité et l'impartialité de ce sport, il faut absolument que quelqu'un intervienne, parce que là, c'est juste abominable. Alors j'espère que les Belges vont sortir les États-Unis, mais même si les Belges sortent les États-Unis, ça sera d'ores et déjà trop tard. La tâche d'encre sera posée sur cette Mm. Coupe du Monde. Et en plus déjà que l'arbitrage est catastrophique, qu'on peut laisser sous-entendre plein de choses un peu bizarres. Thomas Tuchel hier qui nous dit ah des arbitres sud-américains dans le VAR, bizarre après l'arbitrage catastrophique de cette Angleterre-Mexique. Pareil pour le France-Paraguay, on nous fout un arbitre ouzbek qui n'a arbitré que dans son championnat et qui nous fait un match cataclysmique entre ce qui se passe avec l'Argentine, le Portugal. Il n'y a jamais eu autant de théories du complot et en même temps on nous donne du grain à moudre du côté de la FIFA avec Gianni Infantino qui réagit comme si c'était la fin du monde après le but du Cap-Vert et qui en interview d'après-match dit que ouf, heureusement que l'Argentine s'est On a eu qualifiée, chaud. que derrière il y a donc Donald Trump qui a le droit de passer un coup de fil au président pour enlever un carton rouge à son joueur star. Bref, on se fout de la gueule du monde. Je trouve que c'est totalement lunaire que dans la plus grande des compétitions, on renie totalement ce qu'est le football, c'est-à-dire un sport équitable pour tous les partis. Et là, ce n'est clairement pas le cas. Moi qui me foutais de la gueule de Pablo quand il me parlait de corruption, des équipes hautes et tout, et qui disait ça, c'est vraiment un truc d'espagnol parce que vous êtes fait voler en 2002, etc. Bah, je m'excuse parce qu'en fait, il a putain de raison. Et que même moi, fan de foot, je sous-estime une nouvelle fois, ou je surestime l'être humain
je sais pas, ou l'argent, ou les différentes organisations. Mais il avait bien raison parce que je trouve que non, là, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. Ça m'énerve foncièrement. T'as tout dit, une putain de honte, et c'est dommage parce que ça gâche une Coupe du Monde qui sportivement est un réel plaisir, un vrai banger. Et je pense que t'as tout dit, je vais pas te paraphraser, mais Et il nous baise la Coupe du Monde parce que tu sais que cette Coupe du Monde, là, on a eu des ah, mais huitièmes c'est de le finale point noir de cette Coupe du Monde, c'est incroyables hier. l'organisateur, Trump, Ouais. le fait que ce soit aux États-Unis, ce qui se passe dans le pays, c'est ça en fait. Non mais Parce que à part ça, c'est un banger. Le fait que des supporters ne puissent pas être au stade, enfin ça pour moi, ce qui ça je s'est trouve passé on n'en avec a pas fait l'arbitre assez. somalien, ce qui s'est passé avec la sélection irakienne, ce qui s'est passé avec la sélection iranienne. On a Iranienne, ouais. fusillé le Qatar. C'est la pire organisation de Coupe du Monde potentiellement de l'histoire. Et pourtant, je vous le dis, moi, cette Coupe du Monde, elle me donne des vibes des Coupes du Monde 2006, où on a toutes les superstars qui sont présentes, où on a des huitièmes de finale qui sont iconiques, exactement comme en 2006, avec ce Des Brésil-Norvège surprises. hier, avec ce Mexique-Angleterre, qui est l'un des matchs de la Coupe du Monde de ces dernières éditions, avec le France-Paraguay, où on retourne dans les années 60, 70, 80, avec une équipe bien défensive, bien dégueulasse comme on aime. On est sur une Coupe du Monde iconique. Dommage qu'elle soit aux États-Unis. Et que contrairement au Qatar, ou peut-être qu'avant la Coupe du Monde, mais c'est même pas peut-être, c'est sûr, les conditions de travail, etc., tout était horrible. Aussi, il y a certainement la corruption pour qu'il l'ait eu, cette Coupe du Monde, ce que vous voulez. Mais au moins, durant le déroulement, eh ben, on n'a rien eu d'extra sportif, en tout cas pas de ce que je me souviens, peut-être que j'ai la mémoire courte, mais Il là y a ce qui se toujours eu passe au des States, petits, c'est dingue. des petites, pas magouilles, mais des petits coups de filouterie des organisateurs de Coupe du Monde. Palatini qui parlait en Oui. 98 que la France avait fait exprès de pas se mettre dans la même partie de tableau que le Brésil. Enfin voilà, les organisateurs profitent toujours du fait que ben, c'est eux qui organisent la compétition, mais à ce niveau-là de ridicule, parce que c'est du ridicule, on dirait un épisode de South Park, on dirait une blague, hein, une session vanne du Winamax FC, ce que fait Trump actuellement. Vraiment, on dirait une session vanne. Donc c'est Non, ouais. non, Même ça fait 2018, il y avait peur. aussi le script un peu pour les Argentins, entre guillemets. Enfin, on comprend bien que la FIFA, par Gianni Oui. Infantino qui nous le confirme, moi je dis pas que Lionel Messi il a gagné une Coupe du Monde que grâce à ça, loin de là, mais il nous confirme qu'il y a au sein même des plus hautes instances et des plus hauts dirigeants des véritables préférences affichées, non cachées, sur qui est-ce qu'on aimerait voir passer des tours Ce ou qui se autre, quoi. passe aussi pendant Portugal-Croatie, la décision de fin, on peut Mais, aussi, voilà, après ce qui se passe, on peut mettre aussi un doute sur ça. Ronaldo qui rencontre Donald Trump il y a quelques mois, enfin, il y a c'est des bizarre, c'est trop narratifs bizarre. qui arrangeraient en fait ceux qui sont tout en haut et ça se voit un petit peu trop des fois au niveau des décisions. Attention aussi à ce Maroc-France parce que j'ai l'impression que ça arrange pas tout le monde de voir la France écraser tout le monde et aller loin dans cette Coupe du Monde. J'ai l'impression. Mm. Bon, bref. Et c'est dommage parce que ça gâche une Coupe du Monde qui, comme tu as dit, est incroyable. Et on l'a encore vu hier avec deux matchs victoires exceptionnels. Le premier, Brésil-Norvège, avec donc voilà l'événement, le petit séisme dans ce mondial. Le Brésil qui est éliminé en huitième de finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. Échec total de la mission de Carlo Ancelotti. Vinicius Junior qui rentre donc à la maison. Hendrick également. On peut également parler de Casemiro, ancien madrilène, qui a un peu du sang sur les mains aussi sur sa fin de match, sur les peu de ballons qu'il a eu à exploiter, je trouve, qui aurait pu donner des réelles occasions au Brésil. Je sais pas ce que tu en penses, moi, le centre qu'il fait, c'est une dinguerie. C'est Il fait un anecdotique. centre à un moment, il a juste à Ouais, la décaler, il y a but. Hein. ouais, mais Et la c'est dernière offensive du Brésil, il fait n'importe quoi, je trouve. ouais, après c'est un fait de jeu dans une fin de match. C'est un fait de jeu, c'est Et pas puis là-dessus que tu c'est tout ce perds. qui se passe avant moi qui est plus important à mon sens. Bien sûr. Mais donc, on va pouvoir réagir à ça. Vinicius Junior, donc, pointé du doigt, quand même, après ce match d'hier. Je le vois beaucoup dire, bah, il a fui, il les a pas portés, il a pas tiré ce penalty. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, tout simplement bah, parce que c'est une décision de Carlo, en fait. C'est une décision du staff. Même lui, il a expliqué pourquoi il a pas tiré le penalty. Bruno tire mieux que moi. Le coach a décidé à l'avance qui va tirer. Il a choisi Bruno. Je n'ai jamais été vaniteux. Je n'ai jamais voulu être le meilleur buteur de la compétition et du Brésil. Et c'est pour cela que Bruno a tiré, car c'était le mieux pour l'équipe. Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Beaucoup de gens vont dire que j'ai pas voulu, que je me suis caché, que j'ai eu peur. Mais jamais je tire des pénaltys au Real quand l'entraîneur me désigne. Bon, on l'a déjà vu tirer un penalty contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions. J'ai du mal à croire que Vinicius Junior s'est vraiment caché. Malheureusement, c'est la narrative que beaucoup vont avoir parce qu'au final, ce penalty en plus a été raté. Mais au-delà de ça, on est sur l'agonie d'une nation légendaire. Après l'Italie, après l'Allemagne, là, c'est le Brésil.
Alors, ça commence à faire beaucoup. Quart de finale en 2022, quart de finale en 2018. Ce Brésil-là ne fait plus peur, n'est que l'ombre de lui-même. Et il y avait un parti pris de Carlo dans le jeu aussi, d'accepter de subir, d'accepter dans ce football où on va pas faire kiffer, on va pas briller, on va pas être excellentissime. Par contre, on va essayer d'aller gagner avec nos armes, avec les individualités, avec voilà le fait qu'on a quand même une grosse ossature avec la défense, le milieu, Vinicius Junior devant. Mais au final, quand tu tombes sur plus fort que toi, c'est-à-dire hier la Norvège d'Erling Haaland, eh ben là par contre tout s'écroule parce que le visage qu'a affiché le Brésil dans cette Coupe du Monde et comment ils sortent par la petite porte, ben ça fait mal pour le Brésil. Victor, toi qui étais en mode viking hier, t'étais quand même un peu plus du côté, enfin t'étais convaincu et t'étais quand même, euh, elle t'emballait cette équipe de la Norvège. C'est désastreux pour le Brésil, mais est-ce que tu veux plus mettre en avant Vinicius Junior, le fait qu'ils soit un petit peu seul dans cette équipe, Carlo Ancelotti qui a raté pour toi son épreuve, sa mission, ou alors le fait qu'il soit tombé sur plus fort qu'eux avec la Norvège d'Erling Haaland? Bon, c'est un mix un peu de tout. Ce qui va être intéressant pour nous maintenant, qui suivons le Real Madrid, c'est que tout va s'accélérer sur les prochaines conversations pour Vinicius, prolongation Ouais, ou pas on au va en Real parler Madrid. là. Et il y a des news qui sont tombées, mais sur le match, pour moi, les gens ils se trompent de combat s'ils disent que Vinicius a fui ses responsabilités. S'ils doivent blâmer quelqu'un, c'est Carlo Ancelotti, qui a bien précisé que c'était le sixième tireur, Vini, qu'il y avait 5 joueurs avant lui pour tirer. Et Rafinha, Bruno, Neymar s'il joue, Igor Thiago et même Guimarães, Cunha. c'est que le quatrième, hein. Et le cinquième, Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est Martinelli. Et après, c'est le ok. sixième, c'est Vini. Par Vini, c'est un rapport tireur à un de. pourcentage de réussite qu'ils ont fait à l'entraînement. C'est ça. Et puis surtout, Vini, je pense qu'il y a un consensus global au sein de la communauté madridistas. Alors oui, il a mis des pénaltys importants, mais on sait qu'il les tire mal. Donc moi, je Hum, trouve pas ça surprenant que Bruno Guimarães le tire. Alors Bruno Guimarães, c'est pas un spécialiste non plus, parce que dans le on l'a chat vu ce matin, hier. on m'a repris, il en a tiré que 4, je crois, dans sa carrière, et c'est le premier qui rate, par contre. Accessoirement, là, donc c'est le quatrième qui tirait dans toute sa carrière, Bruno Guimarães. C'est un faux débat, c'est les trucs de joueurs Oui. qui préfèrent, enfin, personnes qui préfèrent Mbappé ou qui préfèrent un Non, tel et qui ont envie non, de alors, prendre Vini. ça va plus loin que ça, hein. Bah, R9 en a parlé, hein. R9, mais R9, R9 en a parlé, Ibrahimovic en a parlé, beaucoup et d'acteurs donc tu fais importants du quoi? Tu football ont défies, dit tu il a défies fui. l'autorité de ton coach, Carlo C'est ça. Ancelotti, qui est l'un des Pour plus moi, le grands problème, coachs c'est Carlo. de tous les temps. Pour moi, tu dois faire tirer le gars qui est en confiance. Il est en surconfiance dans cette Coupe du Monde, Vinicius Junior. Après, même Bruno Bruno était en Guimarães aussi, confiance, hein. donc c'était pas ridicule, hein. Mais Bruno Guimarães, il est en surconfiance aussi, hein. 4 passes D, ça va être Ouais, le c'est meilleur pour milieu de ça. terrain du tournoi. C'est vrai. C'est aussi un des tauliers récents de la sélection, notamment encore plus sous Carlo Ancelotti. Moi, j'y vois pas de problème avec ça. En 2010, c'était Xabi Alonso qui tirait les pénaltys. Il y a personne qui venait chialer quand il les mettait. Voilà, Xabi Ah Alonso oui. en 2000, la finale à Istanbul, c'est Xabi Alonso qui prend le penalty, c'est pas Steven Gerrard. Et pourtant, c'est Steven Gerrard le patron. Il y a personne qui vient me péter les bonbons non plus. Je trouve ça un faux débat. S'il le met, on n'en discute pas. Bah, c'est Par ça. contre, ce que moi j'ai vu, c'est que Vinicius, à partir de la 60e minute, il n'y a plus rien. Encore une fois, si je dois Défensivement, c'est très compliqué ce qu'il a fait hier, le je blâmer, trouve. voilà, mais même offensivement, quand la Norvège a pris le pas en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps brésilienne, elle est plutôt correcte, même si les anciens vont nous dire c'est pas ça le Brésil, je suis d'accord avec vous. Le pragmatisme de Carlo Ancelotti l'a emporté sur l'identité brésilienne Je sur sais cette pas ce que première t'en as mi-temps. pensé. J'ai un peu vu du Arteta, moi, dans ce qu'a voulu mettre en place C'est du Ancelotti, hein. Ancelotti. C'est du Ancelotti, hein. C'est C'est-à-dire du Ancelotti, mais parce que la première mi-temps, elle est pas horrible, hein. Les transitions sont bien jouées. Tu laisses un peu le ballon à la Norvège. Alors, t'as des Vini nous occasions. dit en conférence de, enfin, en réunion que c'était pas forcément voulu, mais c'était pas un mauvais plan parce que la Norvège, et c'est plutôt aussi une équipe qui aime punir en transition ou autre. Après, je suis content parce que Vini a reconnu quelque chose pour lequel je lutte. Je sais que Martin Odegaard, beaucoup le trouvent surcoté. Quand Vinicius nous dit que, bah, à chaque fois qu'il a affronté Martin Odegaard, les équipes étaient tellement bien organisées qu'ils savent trop bien mettre le pied sur le ballon. Et moi, Martin Odegaard, je veux dire, c'est pas le meilleur, mais c'est un putain de maestro, dans le sens où c'est lui qui dirige tout ce qui se passe, quand il faut accélérer, quand il faut ralentir, etc. C'est un putain de patron. Je sais que certainement des petits problèmes avec lui, euh, parce que c'est peut-être pas le tueur, le joueur qu'on imaginait, mais c'est un vrai leader. Martin Odegaard, et je l'ai vu moi hier. Et puis Erling Haaland, il est juste terrifiant. Et oui, ce Brésil se mange ses lacunes. C'est une génération qui est compliquée. L'entrée Neymar, elle est vraiment pas bonne. L'image qui est renvoyée est pas Bah, dingue. moi, il m'a gêné, hein, je l'adore, mais moi, Non. j'étais en mode, dernière fois, tu me gênes comme ça, hein, parce que ce Puis qu'il fait sur le penalty, les gens qui trouvent ça triste, je sais pas, moi j'ai fait le deuil depuis longtemps. Sa c'est un nomination peu ne de ça m'excitait aussi. pas. C'est un peu à l'image aussi de sa carrière, hein.
Finir comme ça sur un but, un penalty qui est parfaitement exécuté, mais au Mhm. final tu perds et ça sert à rien. C'est un peu à l'image, tu vois, de sa carrière en sélection aussi. Pour conclure avec le Brésil, on va parler de Vinicius Junior après avec la prolongation de contrat. On a aussi un joueur qui va revenir en septembre, enfin en août du coup, pour la pré-saison et qui sera un Qu'est-ce qu'il a raté, Madrilène Hendrik? la saison qui Ouais. arrive. C'est Hendrik. Hendrik, on sait, c'est un chouchou du peuple brésilien. C'est l'élu, c'est le futur crack, c'est celui qui va représenter le Brésil sur les prochaines années. Il y a eu une vraie session vanne sur le fait que Carlo Ancelotti lui donnait pas sa chance. Il est rentré très tôt face au Japon. J'ai trouvé que son entrée a quand même été utile, même s'il était loin d'être vraiment, vraiment convaincant balle au pied. Hier, il rentre pareil en premier. C'est le premier qui rentre, il me semble, à la place de Martinelli. Et Hendrick, sur son premier ballon, à la balle de qualification, on peut le dire, Vinicius Junior qui le lance parfaitement, mais une passe extérieure du pied qui prend une trajectoire parfaite. Et là, Hendrick a plus qu'à conclure. Finalement, la première touche de balle d'Hendrick, waouh, horrible. Il doit du coup adapter, faire un La piqué, ça deuxième passe à aussi. côté. Et donc, c'est vrai qu'on va aussi retenir de ça, à voir comment on va récupérer aussi Hendrick, très émotif, on le sait. Il est très jeune et là, il vient de vivre quand même il vient de prendre une sacrée claque derrière la nuque, je pense, avec ce raté, hein. Mais alors, il y a Hendrik là-dessus, oui, ce qui rate, c'est dommageable parce que j'ai parlé de la fin de match de Vini qui pour moi était à l'image de sa saison où il s'éteint totalement. Mais en vrai, la première mi-temps et même le début de la deuxième, il se cache pas, Vini. Encore une fois, je trouve qu'il joue, qu'il est loin d'être mauvais. Moi, c'est plutôt Vini qui m'inquiète émotionnellement. Pas de larmes, pas d'effusion de sang, d'énervement. Là, très Ouais, froid, je là, vois. les premiers mots à la presse brésilienne. Sur la Norvège, les félicitations à Erling Haaland, le fait qu'il va continuer de travailler, de revenir à même à 30-31 ans pour 4 ans plus tard pour gagner cette Coupe du Monde et remettre le Brésil. Il montre zéro émotion. Moi, le Vini qui parle beaucoup, je vais pas vous mentir, ça m'énerve entre guillemets parce que je trouve que sur le terrain il fait un peu les choses à moitié. Alors c'était pas le cas pour cette Coupe du Monde, mais de manière générale. Mais là, il m'a l'air d'être très très robotique, très fermé, à mon avis très affecté par l'élimination. Mais surtout, pour moi, bah, il est pas au bout de ses peines, parce que là, tu vas revenir, t'as pas prolongé, ça va être sous pression. Hier, il y avait Jay-Z au stade, celui qui a créé Rock Nation. Mm. Tu t'es dans une situation très compliquée avec le Real Madrid, enfin, tout en te mangeant la pression de la presse brésilienne aujourd'hui, qui était, c'était une dinguerie. Bon, c'est plus Carlo qui prend très très cher et l'ensemble de l'équipe que Vini personnellement qui aura fait un La bon mondial génération à la Casemiro, fin, voilà, Marquinhos, exactement. eux, tu vois, Alisson, Mais il est pas sorti de Neymar. l'auberge lui parce que bah, le Real Madrid tout de suite, boum, Fabrizio Romano qui nous sort ce matin qu'en gros Allez, ouais. le Real Madrid veut régler le problème le plus vite possible. Soit il est in, soit il est out dès cet été. Quand c'est Fabrizio Romano qui le dit, c'est que ça commence aussi de plus en plus à être sérieux. Marca qui nous disait hier que voilà, il y allait avoir une réunion très rapide parce que les deux clubs, parce que le club et le joueur veulent continuer, mais il faut qu'on se mette d'accord sur les termes ou non. Que le problème, Fabrizio Romano nous confirme, nous les informations qu'on vous donnait depuis longtemps, même si moi je laisse sous-entendre qu'il y a aussi autre chose, mais que le problème foncièrement il est financier. On vous avait révélé les 60 millions d'euros demandés par Vinicius entre le salaire et les primes, ce qui serait aux alentours de Kylian Mbappé qui serait à 30 plus 40 avec les primes, donc aux alentours des 70 millions, mais surtout avec les 100% de droit à l'image, que c'est ça qui bloque sur sur le renouvellement de Kylian Mbappé. Donc moi c'est plus De Vini là Vinicius Junior. qui m'inquiète parce que j'ai encore voilà encore une fois j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer, que ça ira de mieux en mieux. Et donc là, il va y avoir des nouvelles séries de conversations. On va voir ce que José ça donne. Félix En tout Diaz cas, qui ils dit veulent pas risquer également de le perdre que jusqu'en 2027. José Félix Diaz qui dit également, et je dis, t'as dit renouvellement de Mbappé et renouvellement de Vinicius Junior. Et José Félix Diaz qui a dit, j'ai remarqué beaucoup de découragement au Real Madrid concernant le dossier Vinicius Junior. Ouais. Au club, il voit que la situation ne semble pas prête de changer maintenant. Alors, on sait que cette Coupe du Monde-là, c'était aussi un enjeu par rapport à Vinicius Junior. Lui a fait son mondial, sans débat, honnêtement. Pour moi, il sort un très bon mondial. Ça reste une désillusion par rapport au fait qu'il sorte en huitième de finale et qu'il n'a pas su, dans les phases d'élimination directe, mettre ce but, faire cette passe D, tu vois, faire ce truc qui change totalement le match et qui sauve le Brésil. Mais à part ça, moi, je trouve qu'il est trop esselé devant. Mais pour revenir donc au Real Madrid, on sait qu'il y avait une volonté aussi de son entourage de revenir, voilà, avec un gros rapport de force. Si il allait loin en Coupe du Monde, s'il faisait une Coupe du Monde all-time, sa Coupe du Monde malheureusement n'est pas all-time, bien qu'elle soit très bonne. Elle est pas Et très donc bonne. c'est vrai, moi je la trouve très bonne. Maroc, premier gros adversaire. Il y a du bon les 25 premières En fait, minutes. on peut prendre du cas par cas, Victor. Il est tout seul.
il est vraiment tout seul. Devant, je te jure, je le trouve esselé. Mais Ryan, il a pas le Erling niveau Haaland, pour jouer au oui, Brésil. Erling Haaland, il est pas entre guillemets tout seul, il Il y a fait un gros une collectif immense Coupe du Monde. avec la Norvège. Je veux bien, mais on parle de. Après, ça, en fait, ça dépend où tu veux le mettre et dans quelle conversation tu veux les mettre. Vini, il fait une bonne Coupe du Monde, mais il est décisif contre Haïti, Écosse, et le 16e de finale, c'est qui? Japon, mais C'est il l'est Japon. pas. Et on est sur un truc où il n'est pas non plus extraordinaire. Et quand c'est contre le Maroc, le premier gros match, moi je l'ai trouvé très mid, si ce n'est même mauvais, malgré le côté un peu décisif, mais encore une fois, qui n'arrive pas Pour à moi, c'est son moins briller. bon match. Mais au final, il Et sauve le Brésil. mais non, mais il a cette caractéristique, c'est ce qu'on demande dans les grandes compétitions, il est impactant. Il est clairement impactant. Et c'est ce qui est au même titre que Jude Bellingham, qui a potentiellement passé un peu au travers de 2 matchs sur 5, mais qui est extrêmement important. Et son équipe est encore en lice parce que l'Angleterre, c'est On va en meilleur que parler le un petit Brésil peu. aussi. On est d'accord. Mais la Coupe du Monde de Vini, elle est pas non plus. Enfin, elle coche pas toutes les cases. À mon sens, elle coche pas Elle toutes coche les pas toutes cases. les Il a cases, le mais pour côté moi, dans une impactant. Coupe du Monde, elle coche la majorité des cases les plus importantes. C'est-à-dire que sur un ou deux ballons, il peut te switcher ce match. Face au Japon, il passe à quelques centimètres de mettre le but du tournoi. Si ses coéquipiers sont un peu plus à droite devant le but, il sort avec une passe D qui envoie le Brésil en quart. C'est pas parfait. On a vu aussi du Vinicius Real Madrid où il va beaucoup s'esseler sur son côté, perdre beaucoup de duels, Moi, j'ai vu mais du je Vini trouvais qu'il a quand réel. même tenté beaucoup, beaucoup de fois. Moi, Vinicius Junior, j'ai pas envie de le blâmer sur cette Coupe du Monde-là, que je trouve vraiment individuellement très bonne au vu de ce qu'il y a autour, au vu aussi de ce Brésil qui est mort-vivant, tu vois. Ah, mais Quand t'as pas hier, même un rencontré des Gabriel bêtes. passe Attends, à mais côté de attends, son mais match, Léo, mais quand même, on peut se mettre d'accord. Le Brésil est mauvais, mais tu sors contre la Norvège. T'as juste joué le Maroc en ouais, phase de poule, ça c'est la t'es distribution, ça adversaire je suis d'accord solide. avec Le toi. Japon, allez, si vous voulez, mais ils ont joué personne. Moi j'ai un aspect 1 contre 11. Moi je le ressens un peu. Moi Guimarães est l'un Vini, des meilleurs milieux de terrain de la compétition et Gabriel est l'un des meilleurs défenseurs. Sur la ligne d'attaque, si tu veux, il est un oui, peu mais Gabriel esselé. hier et Bruno hier, Ah oui, mais il le lâche, sauf que quand Vini, il est un peu en difficulté, t'étais bien content d'avoir un Gabriel, un Guimarães capable de te donner les ballons à certains moments pour te permettre toi c'est aussi de vrai. briller. Donc bon, en fait, c'est pas Moi, pour moi je dire te que la dis, compétition de Vini, elle est mauvaise. Je pense que la compète de Vini, c'est un 6,5 et 7 si t'es généreux et un 6 si t'es un peu dur. Mais c'est pas du tout à la hauteur, par exemple, de deux autres joueurs du côté du Real Madrid qui, eux, sont en train de mener leur équipe à la victoire. Et même si ils ont eu des meilleurs collectifs autour d'eux, c'est des putains de patrons. Moi, Vini, à aucun moment, j'ai vu un patron, moi, hier. Et de toute façon, il cherche pas à l'être, hein, je pense pas. Casemiro l'avait dit en interview, Vini, c'est pas un patron de la sélection, c'est pas à lui de prendre ses responsabilités. Donc, je veux pas non plus rentrer dans la comparaison un peu débile. Je trouve que Vini, tous les reproches qui lui sont faits sur le penalty et tout, c'est totalement injuste. Mais oui, il arrive pas en position de force une nouvelle fois pour cette négociation de contrat. Et je suis ça sûr que c'est un cette fait. négociation de contrat, c'est un putain de problème, même maintenant pour le Real Madrid. Et je pense qu'il faut vraiment régler ce dossier le plus vite possible. T'arriveras pas à le vendre cet été, mais faudra se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait de Vini, qui, je pense, émotionnellement, est en train de perdre. Je pense que cette compète va être un vrai tournant dans sa carrière. Je pense parce que là, il était focus, il était en mission, et il a bien vu que c'est plus pareil, c'est pas la même chose. Parce que tu parlais de pouvoir faire switcher un match. Il a eu des séquences, des flashs, comme toujours, parce que c'est Mhm. l'un des meilleurs joueurs, mais à aucun moment il a fait switcher un match. À aucun moment on s'est dit Ça putain, c'est ce qui lui manque, je suis d'accord. oh, Vini, alors que Haaland, alors que Olysée, alors que Mbappé, alors que Dembélé, alors que Jude Bellingham, alors que Harry Kane, alors que tous les meilleurs joueurs de la planète en ce moment Oui, l'ont après, fait. Lionel Yamal Messi. n'a pas réussi non plus. Encore à faire Non, switcher mais un match, après c'est pas fini. ça dit pas que t'es un mauvais joueur. Mais je suis entièrement Oui, d'accord avec oui, toi. non, Ça mais ne dit pas je vois que ce t'es que un tu veux dire. mauvais joueur. Ça dit qu'il y en a qui, sur cette Coupe du Monde, vont marquer les esprits. Dans 3 mois, la Coupe du Monde de Vini, On l'a oublié. Dans 2 semaines, elle est oubliée déjà, je te le dis. c'est Elle ça. sera oubliée. Et je trouve c'est dommage parce qu'individuellement, elle est très bonne, mais c'est logique qu'elle soit oubliée. Tu sors en huitième. Et c'est une désillusion. Donc, et t'as pas marqué en phase d'élimination directe. Bref, mais moi, je trouve qu'il est vraiment trop esselé devant. Même si j'ai trouvé hier, moi, ce qui m'a énervé sur Vini hier, c'est défensivement. En fait, s'il sent pas qu'il peut récupérer ce ballon pour aller marquer, il va pas aller faire l'effort, j'ai trouvé. Je trouve qu'au Real Madrid, il a quand même des phases où il presse beaucoup avec le Brésil dans cette Coupe du Monde. C'était quasiment nul son rapport au pressing, au jeu sans ballon, j'ai trouvé. Mais pour conclure avec Vinicius Junior, si on peut résumer en une phrase là au 6 juillet 2026, le Real Madrid veut actuellement, enfin ne veut pas faire traîner le cas Vinicius Junior et Ouais. les deux parties vont se réunir très prochainement pour discuter de son avenir. On peut parler aussi de Tchouaméni, Victor?
Tu veux parler de Jude peut-être aussi? Si tu veux financer Allez, on va parler de Jude. Donc, dans la foulée de ce Non mais non, Brésil attends, Norvège. pardon, non, autant faire le lien aussi Erling Haaland, parce que Fabrizio Romano, Haaland a Ah oui, de ouf, Vini, de et ouf. Fabrizio Romano a confirmé qu'un jour Haaland jouera au Real Madrid, grossièrement, parce que Pas son cet père été, aussi, ouais, pas cet été, mais un autre jour, et parce que son et c'est une père ne vraie peut pas possibilité. s'empêcher d'ouvrir sa bouche sur Erling Haaland et son intérêt pour le Real Madrid. Il a dit que ça arrivera un jour, Erling Haaland qui joue potentiellement au Real, qui ne veut pas jouer au Real Madrid, si je reprends ces mots. Donc Erling Haaland au Real, ça arrivera un jour. C'est C'est très clair ambigu, que ça on le savait, hein. le Vini Haaland, Vini qui quitte, Haaland qui arrive, ça fait longtemps qu'on vous le dit. Alors ça sera, comme l'a dit Fabrizio Romano, sans doute pas cet été, mais comme le départ de Vini, ça sera certainement pas cet été non plus. Mais attention, dans les prochaines Alors que je années, trouve même si ça m'excite que, pas plus que ça, hein. alors que je trouve que le Haaland Vinicius, c'est très compatible et ça peut faire mal. C'est plus compatible que Mbappé Haaland, oui. Pourquoi pas à Manchester City? Pourquoi pas Manchester City? Pourquoi pas? Ils ont un bon rapport les deux, même humainement, à la fin du match, ils sont directs à aller se Je crois voir. qu'Erling Haaland, Ouais, il a des rapports humains bons avec tout le monde. Ça m'a l'air vraiment, parce que c'est un monstre, hein, ouais, la bah avec célébration sur le Jude, deuxième lui. but. Mais il m'a l'air d'être Ah mais d'un il me bon gars sur régale, ça. moi il me régale. Hmm. Hier c'est très froid ce qu'il a fait, hein. Ouais. Hier, ce qu'a fait Erling Haaland, c'est très haut dans les perfs individuels des dernières Coupes du Monde, hein. Vraiment, faire ce qu'il a fait, moi, il m'a scotché. Et c'est rare qu'Haaland me scotche. Il y a plus du... Waouh, très fort, ok, mais c'est très froid et Non, tout. mais c'est Moi, la hier, il m'a première fois bluffé. qu'il marque le foot, Erling Haaland. C'est-à-dire que Erling Haaland, c'est un joueur de stats. Mais dans les moments de lumière, là, pour moi, c'est la première pierre. Mais je parle des grands moments de lumière. Il en a déjà eu des buts contre Arsenal, des buts contre Liverpool, le doublé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. Il a déjà eu des moments où Oui, je vois ce que on a tu veux dire. compris qui était Haaland. Mais là, on a Moi, la dernière fois, sur la pyramide du foot, oui, on je a la vois. première Oui, pierre oui, Erling oui. Haaland, De doublé ouf. contre le Brésil, qui l'élimine dans un match élimination Parce directe et que c'est tout. Coupe du Monde, parce Bien que sûr. c'est Norvège première. 4 matchs, 7 buts. Non, c'est Tous énorme. les matchs qu'il a joué, il a marqué. Il est monstrueux, même dans humainement, je trouve. Le leadership très naturel, le fait que il a une autodérision aussi sur lui-même. Quand on va le critiquer sur le fait qu'on ne voit pas du match et qu'il marque, il fait ouais, c'est vrai, il s'en fiche, je trouve, il se prend pas pour Mm. quelqu'un d'autre. Le fait qu'il joue pas face à la France, je connais beaucoup de superstars qui auraient boudé, je pense, pour ça. Lui, il va dans le sens. Là, on va avoir du coup un gros choc. Lui, il va dans le sens du collectif. On va avoir un gros choc Contre face à Jude. l'Angleterre, face à Jude. Et on peut en parler. Jude, bon, Jude, il nous a fait du superstar là. Là, il Un, nous a su- fait du. Voilà, il a un pris cette équipe super-héros. d'Angleterre alors qu'ils étaient gravement en difficulté face au Mexique, doublé en 99 secondes à Azteca, le dernier à avoir fait ça, c'était Maradona. Euh, Dans le jeu, il n'est pas parfait tous les matchs, mais quand il est à ce niveau-là et quand il fait un gros match comme il a fait hier, il est injouable. Vraiment, il est injouable. Il a un impact sur la rencontre qui peu de gens peuvent se permettre d'avoir un impact pareil. Et il a une aura, il dégage une aura dans cette Coupe du Monde. Il rentre dans la catégorie voilà, des Messi, des Mbappé, des Haaland qui font une Coupe du Monde qui peut être all-time s'ils vont au bout. C'est un super-héros. Moi, la performance d'hier, c'est ce que j'appelle une performance de super-héros parce qu'il y a le doublé, mais en réalité, il enlève même un but. En fait, quand tu parles de joueur le plus complet de l'histoire, bah, c'est que il te met un doublé sur 2 courses dans la profondeur, 2 tapines. Il est le joueur qui récupère et presque qui touche le plus de ballons du match. Et il est le joueur qui fait l'intervention salvatrice pour empêcher le Mexique d'égaliser à 2-2 devant sa ligne sur un joueur, alors qu'il est au début. C'est-à-dire que faut aussi bien comprendre que c'est pas une intervention où il est placé sur la ligne et il intercepte. Il est en retard sur son placement Il et s'arrache, hein. et il s'arrache pour y aller. Pour moi, on est sur une des performances, les plus iconiques de ces dernières années. Bellingham contre le Mexique, huitième de finale à l'Azteca, dans un match à élimination. C'est juste une preuve, une fois de plus, qu'à 23 ans, à mon sens, il est d'ores et déjà, et il va devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la sélection anglaise. Il l'est déjà pour moi au 21e siècle. Je le mets même devant Harry Kane, parce que il te change la mentalité de ton équipe. Il te fait passer l'Angleterre pour moi dans une autre dimension. Une équipe de choker qui devient une équipe de clutcher, parce que c'est le joueur le plus impactant du tournoi à l'instant T, avec Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, potentiellement pour ne citer que. Alors, contre le Congo, Harry Kane avait aussi sorti sa baguette magique et avait qualifié l'Angleterre, donc ils sont 2 monstres dans cette équipe, très clairement. Je veux pas non plus donner que les louanges à Jude, parce que le tour précédent, ils étaient bien contents d'avoir Harry, parce que Jude était assez moyen contre le Congo. Et puis collectivement, c'était une vraie guerre hier aussi. Et Et c'est, toutes non mais tous le les match, Anglais ont les répondu Anglais présent. là, Gordon fait un top match. et bon courage pour les sortir, les Anglais comme ça là, parce que oh l'équipe de relou, hein. L'équipe de relou zinzin, parce que sortir de cet enfer là,
Non, bien C'est joué. ça. Leur seul point faible, c'est la ligne de 4 qui peut avoir vraiment des trous d'air et ça peut profiter à certains adversaires. À voir si Haaland arrive à profiter de ça. Mais moi, Jude, pour conclure sur Jude, j'étais pas né, hein, mais le match, je l'ai revu des centaines de fois, les résumés, etc. J'ai un peu vu du Zidane face au Brésil, et je te mens pas, hein. Et à un moment Non. donné, il reçoit un ballon. Attends, à un moment donné, il reçoit un ballon. Il est entouré de trois Ouais, Mexicains. ouais, 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 Il va se j'ai mettre l'image. un Ouais. petit crochet talonnade, un double contact pour s'en Mhm. sortir. À un moment donné, pareil, la hitmap, des ballons touchés. Il en touche partout sur le terrain. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas une zone où il n'a pas touché un ballon. Moi, son match, il m'a choqué barre. Moi, c'est mon Zidane Brésil des temps modernes, je te le dis. Son match hier, honnêtement, moi, il m'a scotché et il met deux tapines, mais les mouvements qu'il fait sur les deux Non, mais buts, l'appel moi, contre-appel j'aime, sur le j'aime premier trop. but J'aime et tout, trop. non, 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 mais c'est du grand art. C'est du grand J'aime art. trop. Donc Jude en pétard. Et c'est pas étonnant parce que je trouve, on l'avait dit tous les deux, c'était le Madrilène qui allait faire la meilleure Coupe du Monde, on l'avait dit lors de la Prévia. Toi, t'avais dit Dumfries parce que je t'avais dit aussi Bellingham, mais donc on avait dit Bellingham. Et c'est pas étonnant vu aussi de sa fin de saison où je trouve qu'il est quand même bien revenu sur les matchs un petit peu anecdotiques, mais même face au Bayern, je trouvais qu'il était plutôt bon. Et là, avec l'Angleterre, il a un côté vraiment starboy, un côté superstar et c'est incroyable. On va pouvoir conclure sur Tchouaméni, Victor. Hmm. On a il y a une petite information qui est sortie sur Tchouaméni, pas assez pour en faire peut-être une vidéo complète parce que bah, la situation elle est toujours la même avec Tchouaméni, comme avait rapporté Pablo. On attend la Coupe du Monde avant de prendre une décision du côté du joueur, mais du côté du club, le principal intéressé Manchester United, eh bien, on veut tout mettre en œuvre pour le signer cet été. Sa signature est considérée comme obligatoire, absolue pour cet été. Ils sont prêts à payer une grosse somme d'argent, plus de 100 millions d'euros, lui donner un très gros salaire. Là où on parlait dans la presse anglaise que Manchester United allait avoir du mal à mettre ce gros salaire pour Tchouaméni et que c'était ça qui bloquait. Là, José Félix Diaz nous dit qu'ils sont prêts à faire de gros sacrifices et des choses folles pour Tchouaméni. Affaire à suivre, Victor. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il peut partir là. Hmm. Oh, c'était J'ai un petit déjà feeling. non, mais c'était déjà la tendance, hein. Potentiellement ça peut être le joueur vendu par le Real, et s'il y a bien un joueur qui pourrait être tenté d'avoir un nouveau défi, à mon sens, là c'est de l'opinion sur Aurélien Tchouaméni. Après, nous, nos informations étaient que il était très bien à Madrid et qu'on en discuterait après la Coupe du Monde. Pourquoi on veut pas faire une vidéo pour l'instant sur le sujet? Parce qu'on va attendre d'avoir nous aussi nos informations pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Maintenant, pour réagir à l'intérêt de Manchester United, c'est le cas depuis le début du mercato. Faut savoir aussi qu'ils avaient Fabrizio Romano avait lâché un Here We Go pour Ederson, je crois que c'était le premier du mercato, Oui, le milieu de terrain finalement, de l'Atalanta. Finalement, pour l'instant, le deal est plus proche d'être annulé que confirmé. capoté. Alors après, on nous dit que Manchester United, moi, on m'a dit ce matin qu'ils attendaient une deuxième visite médicale pour Ederson. Donc c'est pas encore totalement capoté, mais quand moi j'avais vu qu'Ederson avait signé, je m'étais dit, ouais, ils vont faire Ederson, Tchouaméni, c'est peut-être un peu beaucoup. T'as déjà Kobe Mainoo, Ugarte après Ugarte vient de se blesser, donc pourquoi pas faire les deux. Enfin bref, mais Ederson est un peu dans le profil d'Aurélien Tchouaméni. Mais le fait que ça continue d'attendre Ederson, etc., et qu'ils aient déjà déclaré un intérêt pour Aurélien Tchouaméni, confirme que oui, ça peut être l'un des gros dossiers. Si c'est plus de 100 millions d'euros, faut absolument que le Real Madrid vende. Alors après, il y a quand même un souci derrière tout ça, c'est que en ayant potentiellement abandonné la piste Enzo et en regardant froidement le marché des transferts, c'est vrai que le nombre de milieux de terrain pour upgrade, malgré une vente d'Aurélien Tchouaméni de 100 patates, il n'y en a pas 25 000. Et si tu vends Tchouaméni, t'es obligé d'acheter parce que tu te retrouvais dans ton effectif avec seulement Oui. 4 milieux de terrain de formation, ce qui serait beaucoup trop peu. Donc t'es obligé d'aller chercher. Je sais aussi que le Real fait confiance à Mourinho pour trouver un profil modricien, comme quand ils étaient allés le chercher, donc 30, 40, 50, 60 millions avec un petit potentiel comme ci, comme ça. Donc c'est pas forcément du Boadi, c'est pas forcément du Kismith qui sont très chers déjà. Plus Donc de Gilmour. je sais pas trop. Après, t'as Kama qui pourrait être vendu aussi. Là, il y aura une réunion entre Kama et Mourinho au retour, au moment de la pré-saison, qui sera déterminante parce que le Real Madrid reçoit, soi-disant, des offres de première ligue qui pourraient monter jusqu'à 80 millions. Donc, si tu te fais 180 patates sur Kama et Tchouaméni, c'est très bien. Mais qu'est-ce que t'achètes derrière? Il y a quand même un gros point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation qui est dû au fait que pour l'instant, c'était pas le cas et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de grosses rumeurs ou le Real qui s'intéresse directement à des profils et à des joueurs parce que bah, pour l'instant, ils n'ont pas encore vendu les joueurs. Et Je dans tous pense les cas, il s'ils faut viennent une à vendre vente. Tchouaméni et là, ils vont s'accélérer. Ils vont peut-être aller regarder des pistes qui n'ont pas encore été traitées. Je sais pas.
Kimmich, Guimarães, je sais pas, je donne des noms comme Non, ça. mais il te faut une Boadi. vente dans tous les cas, et José Flixiez l'a dit, il a le sentiment qu'il y aura une grosse vente cet été, et que tout l'argent ira potentiellement pour un deal sur Olysée aussi. Donc, Ah oui, non, non, par ça, contre, Aurélien Tchouaméni, plus de 100 millions d'euros à 2 ans de la fin de son contrat, c'est une aubaine, à mon sens. Donc, à ce surveiller. serait une dinguerie. Et le Real Madrid qui a déjà vendu pour presque 117 millions d'euros avec ces petits jeunes où ils avaient comment dire, 50% sur les ventes, des droits de rachat, des clauses, C'est ça. etc. Et si tu rajoutes à cela Tchouaméni, tu te fais une grosse enveloppe. Je pense qu'on a fait le tour, Victor. Petit pronostic, là, vite fait, Portugal-Espagne. T'es toujours sur le feeling Portugal? 2-1 Portugal. Toujours sur le feeling Portugal, qui pourrait donc affronter le vainqueur de États-Unis-Belgique. On va avoir donc Mexique, Angleterre, Norvège-Angleterre, incroyable. Vraiment, le match me hype de fou aussi. Et Et on vous fait des gros bisous parce que ça va couper. Donc lâchez le allez, petit bah, commentaire, bisous le les petit amis. like. Ciao, ciao les Likez, gars. commentez. Ciao les gars. Bisous.